Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier journal. Voici les titres. La ville de Boundiali n'est pas restée en marge de la journée mondiale des sociétés coopératives. La célébration s'est déroulée dans ce chef-lieu de la Bagoué, dans le nord du pays, hier samedi 27 juillet. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière y était. Comenan Kwasi Adjoumani a annoncé les dispositions prises par l'État en faveur du rayonnement de la Bagoué en matière agricole. 102 acteurs de justice ont été décorés par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est la commune de Port-Boué qui a abrité cette décoration dans l'ordre du mérite de la justice. Cet événement vise à honorer les hommes et les femmes ayant contribué à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, c'est un jour d'élection ce dimanche au Venezuela. 21 millions d'électeurs étaient aux urnes pour élire le nouveau président. Une élection sous tension qui oppose le président sortant Nicolás Maduro, qui brigue un troisième mandat de 6 ans, et le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, donné favori dans les sondages. On en parle en toute fin d'édition. La journée internationale des sociétés coopératives a été célébrée à Boundiali, dans la région de la Bagoué. Une cérémonie officielle qui a donné lieu à d'importantes annonces. Le gouvernement va investir plus de 9 milliards de francs CFA dans les départements de Tengrela, de Kouto et de Boundiali. On en sait un peu plus avec Charles Tatou. À ce jour, elles sont au nombre de 6 000. Elles, ce sont les sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Pour leur contribution active aux actions de développement socio-économique du pays. Les membres de ces groupements coopératifs ne pouvaient rester en marge de la célébration mondiale, décrétée par l'ONU à l'honneur de leurs organisations professionnelles. La première magistrate de Boundiali, commune abritant la cérémonie officielle de la GICOP 2024, et le président du conseil régional de la Bagoué, tous deux saluent l'initiative. La tenue de cette journée est une invitation donc à tous les producteurs isolés, quel que soit leur secteur d'activité, à s'inscrire dans la dynamique coopérative qui crée les conditions d'un meilleur devenir professionnel et social pour des perspectives durables. Notre région est une région agricole. Et le premier pilier de mon projet de société, c'est justement développer les potentialités économiques en nous basant sur ce que la nature nous a donné. Comenan Kwasi Adjoumani annonce des dispositions prises par l'État pour le rayonnement de la Bagoué en matière agricole. Au niveau de l'agropole Nord, ce sont 9 milliards 598 millions 300 400 francs CFA. Ce montant qui sera investi dans les départements de Kouto, Boundiali et Tengrela. Formation des acteurs locaux des filières agricoles et remise de plusieurs lots de matériels agricoles, notamment des décortiqueuses de riz, maïs et mil, des tricycles, des motos et des kits de maraîchers ont marqué la célébration. L'Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire, l'ANADER, a organisé du 16 au 18 juillet des journées portes ouvertes à l'auditorium d'Edi Sassou Nguesso de Brazzaville, en République du Congo. Ces journées ont été marquées par des signatures d'accords techniques entre différentes structures des deux pays. Elles ont aussi permis, n'est-ce pas, d'identifier les besoins des acteurs agro-pastoraux du Congo, mais aussi de favoriser des partenariats techniques. On en sait un peu plus avec Alexis Ouedraogo. Identifier les besoins des acteurs agro-pastoraux du Congo et favoriser des partenariats techniques en vue d'échanges d'expériences. C'est l'essence des 3 journées portes ouvertes de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire, au Congo. Pour un tel événement qui survient dans le cadre d'une coopération sud-sud, qui démontre une fois de plus que les pays appartenant au groupe des pays dits en voie de développement peuvent initier une coopération bilatérale qui leur soit profitable. Dieudonné Batimba se réjouit de la tenue de ces assises à Brazzaville. Le privilège d'accueillir ce salon à Brazzaville nous permet de mesurer à la fois toute la latitude de l'immense honneur qui échoue à notre cité et la responsabilité qui incombe à ces autorités que nous sommes. L'occasion de découvrir les programmes et approches de l'institution. Il convient de mettre en exergue que cette coopération a été réactivée par la détermination de nos 2 chefs d'État, à savoir son Excellence M. Alassane Ouattara et son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Leur vision partagée et leur engagement en faveur du développement agricole de nos pays respectifs
ont permis de renforcer et d'élargir notre partenariat. Mes premiers mots sont des mots de reconnaissance à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui ont bien voulu donner des instructions fermes et fortes en vue du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays dans le cadre du domaine agricole. Contribuer à améliorer les conditions de vie du monde rural, voilà l'objectif principal de l'ANADER qui, pour l'occasion, a exposé son savoir-faire. Rendons-nous à présent à Rome, au siège de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Les assises de la 27e session du comité des forêts se poursuivent. Les pays se sont accordés, vous le verrez, sur l'exigence de recourir notamment aux nouvelles technologies pour accélérer les solutions forestières. En même temps, vous le verrez, les États ont recommandé un financement à la hauteur des ambitions affichées. C'est ce que nous montrent nos envoyés spéciaux à Rome, Fernand Conan et Eugène Atoubé. Plénière, les panels, la déclaration pays, la rencontre avec le groupe pétrolier uni après celle du FIDA et pour finir, la division forêt de la FAO. La présence du ministre Laurent Gbagba à la 27e session du comité des forêts aura été riche en activités. Avec le directeur de ce département et ses collaborateurs, les discussions ont porté sur la nécessité de soutenir financièrement la Côte d'Ivoire dans sa recherche de solutions à la disparition de son couvert forestier. L'initiative Cacao et Forêt vise à éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement du cacao. Faire table rase des pratiques passées, produits en préservant des arbres forestiers dans les exploitations agricoles de cacao. 16 000 hectares qui seront identifiés en termes de projets donc, de reboisement. Nous parlons d'une enveloppe d'environ 60 milliards de francs CFA qui contribuera donc à restaurer 300 000 hectares de forêt dans diverses zones phytogéographiques de la Côte d'Ivoire. C'est sur le ton du plaidoyer que le ministre des Eaux et Forêts a rappelé les engagements de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la déforestation en lien avec les ODD, Objectifs de développement durable. Ce sont 3 500 000 hectares de forêt à recouvrer d'ici à 2030 avec un financement de 616 milliards de francs CFA. La participation du Fonds vert et du Fonds mondial de l'environnement est fortement attendue. Et dans cette perspective, Laurent Gbagba sollicite l'intervention de la FAO auprès de ces deux bailleurs pour obtenir les solutions forestières escomptées. La division cherchera à développer les collaborations avec la Côte d'Ivoire pour que ces programmes et priorités deviennent réalité et qu'on puisse mobiliser des ressources financières pour mettre en œuvre tout ça. The Côte d'Ivoire will be sustainable for a better future. La FAO est satisfaite et d'accord avec nous qu'il faille être ensemble pour pouvoir porter ces différents projets. Et pour cela, ils ont accepté d'envoyer une équipe à Abidjan à les faire d'instruire ces différents dossiers et les rendre concrets afin que les financements nécessaires soient mobilisés. La politique de restauration du couvert forestier de la Côte d'Ivoire est déclinée en plusieurs projets. Autant le ministre des Eaux et Forêts fait son lobbying pour la mobilisation des fonds, autant il exhorte les communautés à établir avec les forêts un nouveau rapport afin que celles-ci tirent profit de son pouvoir. On en arrive à cette décoration de 102 acteurs de justice. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la justice par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Leurs efforts en faveur de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont ainsi reconnus, comme nous le montrent Naomi Mokla et Jean-Marc Djedji. 102 acteurs du système judiciaire ivoirien décorés. Ils sont 51 officiers, 19 commandeurs et 32 chevaliers à être honorés à cette première édition de cette cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la justice. Un sentiment de joie, de reconnaissance, de merci au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est vraiment un grand président et qui fait tout pour que tous les Ivoiriens soient à l'aise où qu'ils soient. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, tous les récipiendaires, par ma modeste voix, voudrais vous traduire leur infinie gratitude pour la création de l'ordre du mérite de la justice qui vient combler un vide. Le ministre de tutelle, Jean Sanson Kambili, situe le contexte de l'événement
et félicite les récipiendaires. Nous célébrons ce jour près de 100 personnalités, à savoir des magistrats, des avocats, des notaires, des greffiers, des commissaires de justice, des défenseurs des droits de l'homme et des agents pénitentiaires. Chers récipiendaires, la distinction que vous allez recevoir est la reconnaissance de vos mérites. En vous honorant, nous créons des modèles de référence pour tous les acteurs de la justice et les défenseurs des droits de l'homme. Créée en mars 2023, cette distinction dans l'ordre du mérite de la justice vise à reconnaître et à valoriser les mérites des acteurs du système judiciaire. Dans le cadre du projet Gisement Baleine 2, une centaine de jeunes ingénieurs ivoiriens en hydrocarbures a été recrutés et formés à Dubaï, où s'est tenue la cérémonie de mise en mer de 2 navires. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a adressé les félicitations de la République à tous ces jeunes. Envoyés spéciaux, Soro Corona et Lorika Dongon. La phase 2 du projet Baleine traduit en actes concrets la loi sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier ivoirien. Une centaine de jeunes Ivoiriens ingénieurs issus de plusieurs domaines des hydrocarbures interviennent sur les navires Yamsoukro et Kong dans les travaux de rénovation à Dubaï. Le contenu local constitue un axe stratégique majeur dans la réalisation de la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de faire des ressources minérales et de l'énergie la clé de voûte d'une nouvelle phase de la croissance soutenue et durable pour l'économie ivoirienne. Le contenu local, c'est une loi qui vise donc à favoriser l'emploi des nationaux dans le secteur des hydrocarbures, à favoriser l'utilisation des entreprises ivoiriennes dans le secteur, à favoriser l'utilisation des biens et des services produits en Côte d'Ivoire dans le cadre donc des activités pétrolières et gazières. Ces jeunes Ivoiriens sont reçus en audience par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en marge de la cérémonie de mise à eau des 2 navires. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de faire de notre pays un pays à revenu intermédiaire de la classe supérieure à l'horizon 2030. Vous savez, une chose est de mettre des lois en place, une autre est de les mettre en œuvre. Et là, nous nous réjouissons de savoir que la loi sur le contenu local est une réalité. Parmi les personnes qui travaillent avec Altera, dans le projet Baleine, on est à plus de 50% d'Ivoiriens au niveau des postes de responsabilité. Tout en saluant les efforts du gouvernement, ces experts en hydrocarbures comptent faire la fierté du pays au niveau international. Ce projet 1, il permet aux Ivoiriens de vraiment avoir une place au cœur de l'industrie pétrolière, d'avoir une expertise sur les années à venir et pourquoi pas, si le gouvernement a besoin de nous, de réellement demain développer des projets 100% ivoiriens. Mamadou Sangafoua Coulibaly traduit les félicitations du président de la République à ces champions nationaux des hydrocarbures. On peut être fier d'eux. Parmi ces employés, les Ivoiriens sont parmi les meilleurs. Je leur ai dit que je considère qu'ils sont nos éléphants dans l'industrie pétrolière. Plusieurs audiences ont été aussi accordées aux investisseurs indiens et saoudiens opérant dans les domaines des mines et du raffinage. La loi sur le contenu local du secteur pétrolier renvoie à l'ensemble des mécanismes qui permettent le développement du tissu industriel et commercial, ainsi que des compétences nationales à partir de toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et l'Université Jean-Laurent Guédé ont signé une convention. Elle vise à valoriser et protéger les résultats des chercheurs de la dite université. Ce partenariat, vous le verrez, repose sur des valeurs de partage et des objectifs communs tels que l'excellence académique, la promotion de la recherche scientifique et technologique, ainsi que le soutien au développement durable. Le reportage de Frédéric Koulaï et Khalil Diomandé. Une convention de partenariat lie désormais le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, et l'Université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Cet accord, traduit par une signature entre les deux parties, vise à promouvoir et à valoriser les résultats des projets de recherche. Il s'agit également pour l'Université Laurent Guédé de faire un plaidoyer en vue du financement des initiatives portées par les enseignants-chercheurs. Nous sommes une université
agroforesterie et environnement, surtout environnement minier. Donc vous voyez l'importance de cette thématique au niveau de notre pays, qui est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Et donc nous avons beaucoup de résultats, mais les résultats, il faut encore travailler ces résultats, les décortiquer et savoir qu'est-ce qui est valorisable, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant pour que la communauté locale, la communauté du pays puisse en bénéficier. À travers son secrétaire général, le FONSTI affiche sa volonté d'amplifier son appui dans les domaines de la recherche et de la formation des chercheurs, surtout dans le secteur de l'agroforesterie. Cet accord de partenariat que nous signons ce matin se traduira par la mise en place de programmes spécifiques de soutien à des projets interdisciplinaires et la promotion des échanges académiques au niveau national et international. La présidente de l'université de Daloa, professeure Adoui Courviviane, reconnaissante au FONSTI pour son soutien constant, singulièrement pour le financement de 3 projets de recherche à hauteur de 83 millions de francs CFA depuis 2022. En diplomatie, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Italie a présenté ses lettres de créance au président Sergio Mattarella. Ngozen Bakayoko a été reçu au palais du Quirinal à Rome, une rencontre qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur le renforcement des relations bilatérales, mais aussi des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Carmel Dia. L'ambassadeur Ngozen Bakayoko prend officiellement fonction à la chancellerie ivoirienne basée en Italie. Nommé le 14 février 2024 par le président de la République Alassane Ouattara, la diplomate a présenté ses lettres de créance au président italien Sergio Mattarella en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Italie. Au palais du Quirinal à Rome, Ngozen Bakayoko et Sergio Mattarella ont évoqué l'excellente relation diplomatique qu'entretient la Côte d'Ivoire et l'Italie. Des relations qu'il faudrait renforcer selon les deux personnalités. Ngozen Bakayoko est le 11e ambassadeur de nationalité ivoirienne affecté dans le pays. La circonscription diplomatique de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie couvre plusieurs autres pays comme l'Albanie, la Bulgarie et aussi la Grèce. Dans le Dimanche Magazine, à 13h aujourd'hui, le maire de Koumassi, Narcisse Toussaint-Balé, est revenu en long et en large sur le cadre permanent de concertation, un cadre d'échange entre les 13 maires d'Abidjan et le district autonome. Je vous propose un extrait de son intervention. Le CPC, c'est le cadre permanent de concertation. C'est un organe d'échange qui a été mis en place par les maires et le district autonome d'Abidjan pour essayer de changer échange d'informations, échange de procédés, échange de stratégies et communiquer afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde avec le ministre-gouverneur. Les maires ont relevé le fait qu'il y avait une récurrence du désordre dans la ville d'Abidjan. Et donc, il était nécessaire pour nous de trouver des solutions pour juguler ce désordre qu'il y avait. D'où la mise en place de cette brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Le désordre urbain, c'est le commerce ambulant sur nos grandes artères. Le désordre urbain, c'est l'installation sur le domaine public, sans autorisation préalable. Le désordre urbain, c'est l'installation sur des sites qui sont non occupables et qui ne doivent pas être construits. Le désordre urbain, c'est la mendicité. Le désordre urbain, c'est des personnes qui vont faire leurs besoins en plein air, dans la rue. Le désordre urbain, c'est l'occupation des trottoirs. Vous voyez, le désordre urbain, c'est tous ces éléments qui constituent le désordre urbain. Les grandes artères relient plusieurs communes à la fois. Et les commerçants ambulants sont mobiles. Il faut donc que nous aussi, nous soyons mobiles. Et qu'est-ce que nous avons fait? La mise en place de cette brigade spéciale répond à cette situation. C'est-à-dire que la brigade doit être mobile, la brigade doit être partout à la fois, la brigade doit être en permanence sur les différents lieux. Par exemple, des sites qui ont été déjà déguerpis, pour éviter que ces sites soient recolonisés, il faut que la brigade soit mobile et que la brigade ait ce don d'ubiquité. En politique, le président du conseil régional du Lot-d'Ivoire a reçu ce vendredi 26 juillet à sa résidence de Divo une délégation de jeunes des cantons frères de Guébié de Gagnoa et Oparéco de Lakota. Ils expriment leur soutien au président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle de 2025. C'est ce que nous montre justement Khalil Diomandé. Témoin des progrès réalisés ces dernières années sous le magistère du président Alassane Ouattara,
Les jeunes des cantons Guébié de Gagnoa et Opareco de Lakota sont venus traduire à Amédée Kofi Kwaku, président du conseil régional du Lodjibois, leur satisfaction. Ils sont d'autant plus satisfaits qu'ils entendent unir leurs forces pour soutenir l'éventuelle candidature du président de la République au scrutin présidentiel de 2025. On ne soutient pas quelqu'un parce qu'il faut le soutenir. On soutient quelqu'un qui mène les actions du développement, qui apporte du bien à sa population. C'est pour cela que nous sommes venus solliciter le ministre pour nous aider à parrainer pour qu'on soutienne la candidature du Dr Alassane Ouattara. Nous avons été très heureux donc de le recevoir ce matin parce qu'il y a des stéréotypes. Et souvent on pense que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les gens ne soutiennent pas le président Alassane Ouattara, mais vous voyez les jeunes qui sont donc le pilier donc dans ces villages sont venus aujourd'hui prendre cet engagement. Ils ont décidé de travailler à la paix, à la cohésion pour que les prochaines élections qui vont se passent de façon apaisée. Les hôtes d'Amédée Kofi Kwaku ont également sollicité son parrainage pour leur festival de danse dénommé Aloukou Festival. Une sollicitation à laquelle le président du conseil régional a répondu favorablement. Dans la région du Béret, le coordonnateur principal du RHDP, lui, remobilise les militants en vue de se préparer pour la présidentielle de 2025. Moussa Dosso les a exhortés à s'impliquer davantage dans l'enrôlement et l'inscription sur la liste électorale. Éric Goré. La carte e-militant, motif principal de cette rencontre de sensibilisation de la région du Béret. Les militants RHTP de Mankono et sous-préfecture prêts à relever le défi à plus d'un an de l'élection présidentielle. Le coordonnateur principal du RHDP, Moussa Dosso, fait de cette opération une exigence, car l'enrôlement sur la liste électorale et l'inscription sur la plateforme e-militant va contribuer à garantir la victoire du parti des oufouettistes. Cette réunion aura une suite positive sur le niveau de l'enrôlement de façon générale de nos militants et surtout de nos populations dans la région du Béret. Et c'est à ce titre que nous irons comme un seul homme en octobre 2025 porter notre candidat, le président Alassane Ouattara, pour la victoire. Un message qui épouse l'adhésion totale des militants RHDP du Béret. Ils s'engagent. Nous partons vraiment encore plus rassurés et encore plus de connaissances. Nous allons avoir cette répercussion sur nos populations, leur expliquer dans les détails ce que nous avons appris aujourd'hui. Le ministre est venu apporter des informations essentielles à l'ensemble des animateurs de base du parti. Il a appelé à la mobilisation, il a appelé à la cohésion et à l'union pour les batailles futures de 2025. Vaincre ses adversaires dans les urnes reste l'objectif principal du RHDP pour la présidentielle 2025 et pour y arriver, le respect de toutes ces étapes est essentiel, selon Moussa Dosso. En religion, la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire prie pour la paix. Les pasteurs de la plateforme religieuse ont organisé le mardi 23 juillet 2024 la rentrée solennelle de leur structure ainsi que l'investiture du bureau communal de Yopougon, des occasions mises à profit pour prier en faveur de la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Patricia Amouyetia. La CPECI, la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, est une organisation œuvrant pour la paix et la cohésion sociale à travers l'Évangile. Au cours de cette cérémonie, marquée par l'investiture du bureau communal de Yopougon, ils ont fait part de leur doléance à l'ambassadeur Claude Sailly, au profit des fidèles chrétiens, afin qu'ils soient autonomes. Il s'agit, entre autres, de l'acquisition de terrain pour bâtir les églises, de la participation au pèlerinage chrétien et de bénéficier des programmes d'insertion sociale. Les églises évangéliques veulent démontrer en Côte d'Ivoire que nous existons et nous voulons prendre notre place dans l'équilibre socio-économique et dans l'apport de la paix dans ce pays. C'était aussi un moment d'investiture des sous-gouverneurs des différents quartiers de Yopougon qui s'occupe de l'identification et du recensement des pasteurs. Le chef de cabinet du président de la République, parrain de la cérémonie, a exhorté l'organisation à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a expliqué l'intérêt pour la nation ivoirienne de demeurer en paix. J'ai été instruit par le président de la République à l'effet de les accompagner. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit ce levain-là, au niveau de la farine, et qu'il soit
ce sel qui donnera à la Côte d'Ivoire cette dimension nationale. Ils ont le devoir de prier certes pour eux, de prier pour leur communauté, mais de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et de prier pour toute la Côte d'Ivoire. De faire en sorte que tout développement qui se réalise dans des grandes nations commence aussi par la stabilité et la paix. Et cela, ils l'ont compris, ils l'ont mis en pratique à travers ces moments de prière, ces échanges que nous avons eus, et je repars très heureux. Cette cérémonie, marquée par l'investiture du bureau communal de Yopougon de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, s'est déroulée en présence de plusieurs pasteurs, responsables d'église et de fidèles chrétiens. La mission islamique Ahmadiyya organise depuis le vendredi 26 juillet à Londres, au Royaume-Uni, sa 55e convention annuelle dénommée la Jalsa Salana. Cette conférence annuelle a pour thème central la paix, l'amour et la cohésion sociale. Plus de 40 000 fidèles et des hommes de Dieu se sont réunis à Londres à l'appel justement de cette organisation. Les précisions de Parga Sorokone de Madongui. Londres, Royaume-Uni. Ici sont réunis plus de 40 000 fidèles de la mission islamique Ahmadiyya. Avec eux, de nombreuses autorités, mais aussi des guides religieux musulmans venus de tous les continents. Ils y sont tous pour prier pour la paix et la stabilité dans le monde. Cette initiative de la communauté islamique Ahmadiyya, fort appréciée par les participants. Le message du calife, c'est l'enseignement de la unité, l'enseignement de la paix, l'enseignement de la tolérance, la cohésion, et l'enseignement de l'amour. Et ce message que notre calife nous donne et puis nous partageons non seulement ici à Londres, dans le monde entier aussi. Très heureux. C'est la principale activité de la communauté Ahmadiyya. Ça permet d'avoir une cohésion, de se faire connaître à travers le monde et puis de promouvoir la paix. Le guide suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya a, au cours de sa conférence, exprimer sa gratitude à l'ensemble des participants avant de les exhorter à multiplier prières, adorations et invocations pour plus de solidarité, de tolérance, de fraternité et d'amour dans le monde. Jalsa Salma est une rencontre annuelle qui nous permet de nous retrouver chaque année en vue de prier pour la paix et la stabilité dans le monde. Cette année, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont effectué le déplacement ici à Londres pour un même intérêt, la paix, rien que la paix dans le monde. Nous avons aussi prié afin que cette paix règne dans tous les pays et aussi sur tous les continents de notre planète. Car en vérité, nous avons besoin de cette paix dans le monde afin que la vie partout soit agréable. Hazrat Mirza Masrour Hamad, saisissant cette opportunité, a aussi invité les familles musulmanes à privilégier l'éducation spirituelle de leurs enfants, éducation basée sur les valeurs prônées par l'islam. Débutée le jeudi 26 juillet, cette conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya a pris fin ce samedi 27 juillet par la lecture intégrale du Noble Coran et par des bénédictions. Cette semaine a été marquée par l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais pas que. Revenons ensemble sur ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. C'est dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Un glissement de terrain s'est produit lundi matin dans le district de Geze-Gofa en Éthiopie, au milieu de la saison des pluies qui devrait durer jusqu'à la mi-septembre. Plus de 15 000 personnes sont affectées et doivent être évacuées selon l'ONU. Kamala Harris et Donald Trump devraient être les deux candidats qui s'affronteront à la présidentielle américaine prochaine. Pour son premier déplacement, celle qui pourrait être la candidate démocrate a choisi le Wisconsin avec un meeting à Milwaukee. Les relations entre le Bénin et le Niger, mises à mal par le coup d'État de juillet 2023, font l'objet de nouvelles discussions. Une délégation nigérienne s'est rendue à Cotonou mercredi pour explorer des pistes de réchauffement des relations entre les deux pays voisins. Depuis sa réouverture il y a 3 semaines, le transport Arras-Jadir, principal point de passage entre la Libye et la Tunisie, reste limité. La zone ouest libyenne est déclarée militaire et les anciennes voitures tunisiennes sont interdites pour réduire le trafic illégal. Un spectacle inédit sur la scène.
Ce vendredi, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été officiellement lancés avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire qui a attiré plus de 300 000 spectateurs. Afin d'éviter une catastrophe environnementale, des plongeurs ont tenté ce samedi d'atteindre le pétrolier victime de naufrage au large de Manille. Il transportait 1,4 million de litres de fioul industriel. Ce dimanche, les Vénézuéliens se rendent aux urnes pour choisir leur prochain président. L'élection se déroule sous haute tension. Elle oppose le président sortant Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat, et le candidat de l'opposition, Edmundo González. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI.